Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou. Bienvenue à tous. Affaire Rekia Madougou, du nom de la candidate du parti d'opposition Les Démocrates, disqualifiée de la course à la présidentielle d'avril prochain. La tension, mesdames, messieurs, semble avoir certes chuté d'un cran, mais le sujet reste d'actualité, plus brûlant, dit-on, que jamais. Depuis le 5 mars dernier, celle supposée donner l'insomnie au régime Talon par ses prises de position tranchées, croupie derrière les barreaux. Elle aura été placée en détention provisoire pour financement du terrorisme en vue du sabotage du processus électoral en cours. Détention de Rekia Madougou, fin d'épisode de la rocambolesque affaire de terrorisme. Le sujet à débattre tout de suite et maintenant avec un spécialiste en droits humains et un autre en problématique du terrorisme. Sur ce plateau, déjà en notre compagnie, Landry Angelo Adelakou, juriste et consultant en droits humains. Landry Adelakou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs et internautes de SICA TV. Ah oui, il faut répondre à leur façon, nos gratitudes à eux. En face de vous, Suleiman Hamzat. Il est consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Suleiman Hamzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est toujours renouvelé de nous retrouver sur les plateaux de SICA TV. En tout cas, on est honoré. Et oui, que de réactions, mesdames, messieurs, depuis cette affaire dite d'association de malfaiteurs et du terrorisme, et encore plus depuis l'arrestation de la principale mise en cause, Rekia Madougou. Ces dernières heures, les appels à sa libération pure et simple n'ont de cesse de se multiplier au-devant l'ODHP, l'Organisation de la défense des droits de l'homme et du peuple. Je vais me retourner vers l'homme de droit, le juriste Angelo Adelakou. Oui, vous l'avez observé aussi, sans doute, beaucoup de réactions. Est-ce que cela s'explique dans un dossier aussi délicat que celui-là? Merci monsieur le journaliste. Je pense que déjà quand une affaire devant la justice, il n'est pas a priori recommandé que l'on puisse faire des déclarations qui tendent à la libération immédiate et sans condition des personnes interpellées ou concernées. Mais il faut quand même situer le contexte et apprécier au cas par cas. Et c'est là où vous verrez que pour le dossier qui me concerne, et tel que les choses se sont déroulées, laisse à penser que nous ne sommes pas typiquement sur le plan juridique, et là, ça amène les organisations de défense des droits de l'homme, telles que l'ODHP, tel que vous l'avez dit, à avoir quelques inquiétudes, à se dire que nous sommes dans un dossier peut-être politique, et quand vous avez cette conception de la chose, cette compréhension de la chose, il va de soi qu'en tant qu'organisation qui défend les droits humains, vous puissiez quand même revendiquer la libération immédiate et sans condition, parce que vous verrez que l'interpellation déjà dans la procédure et autres, et la procédure est un peu biaisée, et ça laisse transparaître quand même une certaine incohérence. C'est comme si on était en mission. Donc, sur cette base, on peut comprendre la réaction, mais je vous dis, normalement, ça ne devait pas être ce que ça devait être, mais quand vous glissez également d'une société normale, quand vous glissez de l'état de droit vers l'état de loi, il est souvent constaté ce que nous sommes en train de constater. Donc, on peut comprendre sans nécessairement peut-être applaudir et la démarche de l'ODHP. On peut comprendre, mais sans nécessairement applaudir. Votre vis-à-vis, l'homme de droit parle de la procédure. Est-ce que, pour le spécialiste, on a fauté lorsqu'on parle d'un dossier comme celui-là? Association de malfaiteurs, terrorisme. Je voudrais déjà porter à votre attention que je suis sur ce plateau ni opposant ni mouvancier. En tout cas, c'est le spécialiste qu'on a invité. Exactement. Je ne suis ni opposant ni mouvancier. Il faudrait que cela soit clair. Oui, il n'y a pas de problème. Il s'agit pour moi d'apporter ma part de vérité et surtout d'éclairer l'opinion sur ce que je sais de cette affaire, de la manière dont j'observe cette affaire-là. Je voudrais déjà partir en ce qui me concerne.
Les observations que j'ai faites, c'est que je parle du meeting de Porte-Novo, où il semblerait que, d'après les images que j'ai en ma possession, que la candidate devait faire l'objet d'arrestations sur les lieux du meeting. Je pense même qu'elle en a été avertie par le président Joël Aïvo, qui lui a envoyé juste un petit mot. Le deuxième point, c'est que l'arrestation n'ayant pas eu lieu sur le lieu du meeting, on opère une autre arrestation sur un pont. Franchement, on se croit dans un film hollywoodien. Imaginez-vous, et ça, je suis sérieux quand je vous parle là, imaginez-vous que Dame Rekia Madougou soit d'une fougue au-delà de ce qu'on peut penser. Et quelqu'un, par exemple, au secours, parce que, bon, vous voyez, avec une certaine réaction un peu plus vive, que les passants s'en mêlent, que tout le monde, vous voyez, la population joigne, des coups de fil de partout. Sur un pont, vous imaginez la catastrophe? Et que pas m'égare dans des tiraillements du fait de ne pas vouloir, par exemple, céder à la police. Encore faille-t-il savoir si réellement les éléments qui procédaient à cette arrestation la relevaient de la police. Je parle entre guillemets. Il arrive dans le cadre de ce que je qualifie de kidnapping, ça c'est un kidnapping, que des éléments peuvent intervenir, procéder à une arrestation. C'était le cas dans un pays de la sous-région du leader ivoirien de l'opposition. Je vous donne un exemple. Oui. Donc, soyons clairs. Nous ne sommes pas là pour faire dans la langue de bois. Nous sommes là pour éclairer les Béninois. Qu'on enlève un monsieur comme ça, supposons qu'on l'ait enlevé, et que quelques kilomètres plus tard, on remarque qu'elle est sans vie. Qu'aurait fait le pouvoir? Il faut faire attention quand vous opérez ce genre d'arrestation. Bon, donc on aurait dû procéder au demande, vous l'avez dit? Ah oui. Encore que je peux vous dire, du haut de ma position, qu'il ne suffit pas de porter une tenue militaire avec des galons réglementairement bien placés pour faire partie de l'armée béninoise. N'importe qui aurait, sous couvert d'une commande faite, je ne sais pas à quel niveau, non, se retrouver... C'est sous d'autres cieux. Le Bénin reste un pays, un pays très sécurisé. On a arrêté des faux policiers ici, n'oubliez pas. C'est vrai, on a arrêté de faux policiers. Donc tout peut arriver. Mais on fait le ménage tout le temps. Admettons même que dans un tiraillement, cette dame-là se retrouve pas déséquilibre, en train de chuter dans la lagune de Porte-Novo. Le pont n'est pas un point d'arrestation. Faites pas des arrestations sur un pont. Et mieux, créant éventuellement une fuite, est-ce qu'on ne peut pas se permettre que la personne vous échappe? Soyons sérieux. Est-ce que vous pensez que Dame Rekia Madougou... Non, c'est une question que je pose. Dont le domicile est connu. Je ne la défends pas, je vous ai dit, ni mouvement ni opposition. Dont le domicile est connu. Elle s'est déplacée de Cotonou à Porte-Novo, sachant qu'elle allait se faire arrêter. Elle est venue au meeting. Elle a même fait savoir à ses partisans qu'en sortant d'ici, je risque d'être arrêté. Il vous appartient de continuer le combat. Ça, c'est une chose politique à laquelle moi, je n'appartiens pas. Mais je dis, la manière, la méthode d'intervention pour son arrestation, que je qualifie de kidnapping, sur ce pont-là, aurait pu basculer et plonger le Bénin dans une catastrophe qu'aujourd'hui, vous et moi ne serons pas ici en train de décrire. Il faut faire attention à la méthode. Il y a des manières d'interpellation. Encore que le juriste que j'ai en face de moi est bien placé pour le dire, pour interpeller quelqu'un du haut de mon ignorance juridique. Et je le dis comme ça, il faut une première convocation, une seconde, une troisième qui est mentionnée au bic rouge parfois, et maintenant un mandat d'amener. Est-ce que c'était le cas? Ce n'est pas le cas. En tout cas, le ministre porte-parole du gouvernement chez Téléspectateurs, qui est un homme de droit, au-delà de tout, qui n'est plus apprésenté, intervient au barreau du Bénin. Maître Alain Rouna l'a signifié. Le juriste nous dira ce qu'il en est. Pour une situation comme celle-là, des éléments évoqués à charge, on n'a pas forcément besoin de convocation.
Merci, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, mais j'ai cru avoir lu qu'on n'a pas besoin d'éléments de preuve. Je pense. Hein. Oui, ouais. Ça, c'est un peu plus loin. Mais par rapport à l'intervention, il dit au regard des éléments qu'on a. Oui. Je vais résumer les deux. Il est vrai que dans certaines procédures, au regard de la gravité des faits et des indices que vous avez, il y a des procédures qu'on peut mettre en œuvre un peu, je dirais, de façon un peu spéciale, mais pas en faisant une intervention digne de la Gestapo. C'est vrai, il peut y avoir peut-être des craintes parce que, en droit, le plus dangereux des criminels, on doit nécessairement respecter ses droits. Ce n'est pas parce que nous sommes en présence du terrorisme le plus reconnu au monde que vous allez tordre le cou à la procédure et tordre le cou aux abécédaires de la procédure pénale et débarquer sous un pont ou à l'entrée d'un pont, interpeller des gens dont vous connaissez la position. Je suis ici, je sais que notre État sait que je suis ici. L'État béninois sait que nous sommes ici. Lorsque nous émettons des appels, nous voyons des interférences qui viennent de qui on ne sait pas. Peut-être des individus qui sont cachés quelque part, mais des malhonnêtes gens. Non, c'est pour vous dire que nous sommes dans un État où nous sommes localisés. Mais quand on autorise une dame à traverser Cotonou, rentrer dans Porto-Novo, faire des minutes là-bas et vouloir quitter, et qu'on l'intercède en public, vous voyez. Donc, c'est à croire que le service de renseignement béninois est si défaillant qu'on ne peut pas localiser une dame comme Mme Rekia Madougou. Ce n'est pas moi, ça aurait été moi que je comprendrais. Encore que moi, je suis localisable et ils le savent et ils le font. Mais qu'elle dit qu'on n'a pas besoin d'éléments de preuve à cette phase, je voudrais d'abord clarifier quelque chose. Oui. Monsieur Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, en effet, il est avocat, mais dans cette posture, il est politique. Pourquoi? Il est membre d'un gouvernement. Pourquoi est-ce nécessaire? Non, il est important parce que nous avons compris que ce qui fait qu'il y a de l'embrouillamini au sein de la population, c'est parce que nous confondons la profession des gens et le poste qu'ils occupent à l'heure où nous parlons. Oh, c'est le poste que les gens s'occupent, je l'ai dit une fois ici, même si les gens ne comprennent pas. C'est le poste que les gens occupent qu'il faut voir. Le monsieur, il est membre d'un gouvernement. Et le gouvernement dit qu'il y a des éléments concordants qui justifient cette interpellation de cette façon. Mais vous voulez qu'il dise quoi? Jean-Pierre Chevènement nous a appris qu'un gouvernement, ça ferme sa gueule. Quand ça s'ouvre, ça s'en va. Donc, si M. Alain Orunla doit dire le contraire, c'est qu'il démissionne du gouvernement. Sauf cela, il est obligé de rester dans la droite ligne du gouvernement. Alors, ce n'est pas un juriste ni un avocat qui parle. Quand il le dit, il dit on n'a pas besoin de preuves, on a des indices concordants. Finalement, c'est l'exécutif béninois qui a des indices. Ce n'est plus la justice. Finalement, c'est le gouvernement béninois qui a des indices dans une affaire suffisamment grave de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Ce n'est plus la justice. Finalement, c'est le gouvernement béninois qui dit que nous n'avons pas besoin de preuves à cette étape de la procédure. Ce n'est plus la justice qui le dit. Mais dites-moi, techniquement, ça s'enseigne dans quelle faculté de droit? En tout cas, moi, j'ai fait la faculté de droit d'Abomey Calavi et je ne pense pas qu'on m'ait enseigné cela. Peut-être à un moment, je ne suis pas allé à la fac. Et Dieu même sait que quand bien même c'était la fac, j'étais régulier. Non, le ministre, quand il parle, et je vais vous le dire, tout ce que le ministre dit jusque-là, franchement, je pense qu'il est important que M. Alain Orunla puisse quand même essayer de se calmer. Nous sommes face à une affaire suffisamment grave. En tout cas, pour l'infraction qu'on est en train de nous présenter. Et, bon, je ne suis pas spécialiste des questions de terrorisme, mais j'estime que face à ces genres d'infractions, il est important qu'on n'en rajoute pas. J'ai l'impression, et c'est l'impression que les Béninois ont, que l'exécutif, surtout par le biais de son porte-parole, est en train d'allumer le feu. À chaque instant, vous suivez la télé, c'est toujours lui qui est là et puis parle et puis mélange tout, et c'est toujours lui qui est là. Non, franchement, la procédure telle qu'elle a été conduite pose un problème. La procédure telle qu'elle a été conduite pose un problème. Et je vous dirais, vous avez suivi le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme. Il a fait sa déclaration, il a fait son communiqué sans avoir écouté la mise en cause, celle qui a été interpellée de force. On ne l'a pas écouté, mais on s'est permis, après avoir écouté des individus qui auraient reçu de l'argent de Dame Rekia Madougou, on s'est permis de venir à la télé devant tout le monde
produit un communiqué qui a été suffisamment relayé par les canaux du gouvernement. Alors qu'on n'a même pas encore écouté la dame. Il n'y a plus de présomption d'innocence dans notre pays, c'est ce que ça veut dire. Présenté sous cette forme-là? Présenté sous cette forme, c'est qu'on l'a livré avant même de l'avoir écouté. Première faute. Et je pense que si nous étions dans un autre État, peut-être que le procureur spécial serait passé en comité disciplinaire. Sérieusement? Ah ben je le dis. À ce niveau-là? Ah oui. On vous a dit, les règles sont claires. Vous n'avez pas écouté l'intéressé. Et quelqu'un se lève et dit que M. Landry, un jour-là, de la cour, il m'a financé, il m'a remis ci pour faire ci. Et cela a suffi pour qu'on produise un communiqué sans qu'on ait même eu la présence d'esprit de m'écouter dans une procédure d'enquête préliminaire. Et c'est après avoir produit le communiqué que la compatriote a été écoutée. Logique. Si même on était en français et qu'on voulait parler de logique sans parler de droit, ça ressemble à quoi? Mais là encore dans le communiqué, vous voyez un peu, par moment on essaie de mettre quelques éléments de doute et par moment on affirme. Et cela a permis aux réseaux sociaux, au tribunal des réseaux sociaux, de faire ce qu'il sait faire le mieux. On diffame, on calomnie, on accuse et on innocente. Selon les humeurs, selon les affinités, selon les colorations politiques. C'est tellement malheureux ce qui est en train de se jouer dans notre pays. Et pour ce que nous avons entendu également, eh bien avant d'aller là, je voudrais donner 2 précisions. Allez-y. Le procureur spécial, ça aussi, ça permettra à ceux qui nous suivent de mieux comprendre. Le procureur spécial n'est pas un juge. Le procureur spécial, je vais le dire et revenir sur les avocats également, le procureur spécial n'est rien d'autre qu'un homme sous les ordres du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, dans le système béninois. Et un système qui a été hérité par la plupart des États francophones. Donc ce n'est pas seulement le Bénin, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Il est sous les ordres du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il reçoit les ordres du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il n'est pas indépendant. Le procureur de la République n'est pas indépendant. Vous pensez que c'est une nuance importante à apporter dans ce dossier? C'est très important parce que quand on parle de la justice, les gens ne comprennent pas. Il n'est pas un magistrat. Il est un magistrat, mais il n'est pas un juge. Donc il reçoit les ordres du ministre de la Justice. C'est ce qu'on lui dit de faire, il fait. Mais en réalité... Mais ça, conscience compte, non? Non, attendez, je vais vous expliquer. Il faut que les gens comprennent. Mais en réalité, dans une procédure devant le tribunal, devant la cour, on parle de ministère public, soit lui ou ses substituts, donc, en griffe, ses adjoints, qui sont censés représenter la société et non le gouvernement. Ouais. Ils sont censés représenter la société et non le gouvernement. Mais généralement, je le dis de façon factuelle, ce que nous constatons, c'est que le ministère public n'est là que pour représenter le gouvernement dans les procédures. Généralement, c'est ce que nous essayons de constater d'une façon ou d'une autre. Donc, lorsque le procureur spécial fait son communiqué, comprenez tout simplement qu'il peut être dans la posture de celui-là qui représente normalement la société. C'est normalement cela. Maintenant, dans les faits, est-ce que c'est ça? Mais ce que vous dites techniquement sur des bases légales, il tient ses ordres du ministre de la Justice. Ceux qui sont indépendants, du point de vue tout au moins organique, ce sont les juges. Donc le président du tribunal, le juge d'instruction, c'est eux qui sont, je dis bien, du point de vue organique, c'est-à-dire du point de vue de la loi. La loi leur permet cette indépendance, contrairement au procureur spécial. Et donc le procureur, il ne s'agira même pas de le vilipender ou de le jeter dans la gueule du loup, mais il s'agira plutôt de comprendre ce qu'il est, son rôle dans l'organisation judiciaire de notre pays. Et c'est pareil pour les avocats qui sont au service de leurs clients. Et alors, vous verrez, généralement, on viendra vous dire non, que la procédure, elle a été biaisée, même si elle n'est pas biaisée. Non, que la justice, elle n'est pas indépendante, même si elle est indépendante. Donc, ça fait que, face à des actions comme ça, il faut prendre un peu de recul, observer et comprendre et se faire aussi peut-être des idées et comprendre le rôle de chacun. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes, à la phase actuelle, soumis au secret de l'instruction. L'instruction. Nous sommes soumis au secret de l'instruction. Quand on se respecte dans un pays sérieux, lorsque vous êtes en procédure pénale, quand on est soumis, quand un dossier est soumis et à l'instruction, on ne se hasarde pas à faire des déclarations, des conférences de presse. Vous voulez dire qu'on en fait un peu trop? On en fait trop. On en fait trop et je pense que ce soit au niveau de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, que ce soit au niveau du barreau béninois, il y a sûrement des choses à faire. Il y a sûrement des mesures à prendre pour essayer, en griffe, de discipliner certains. Parce que quand vous voyez que nous sommes soumis au secret de l'instruction et qu'on vient sur la place publique, nous étaler ce qu'on ne devait pas savoir. Ce qu'on doit savoir dans cette affaire, c'est un minimum. C'est que madame
l'intéressé, la personne interpellée, a été arrêtée dans telle condition pour tel fait, et puis on porte des gants. On ne vient pas affirmer. On porte des gants. Parce qu'il appartiendra au juge de nous aider à comprendre réellement les faits et au regard des éléments de preuve. Malheureusement, vous avez vu également un ministre du gouvernement qui, au lieu d'aller verser ces éléments de preuve à la justice, a préféré organiser également une conférence de presse et montrer des captures d'écran. Comme si il appartenait à la presse ou à vous et moi d'apprécier l'authenticité des éléments de preuve qu'il est en train d'avancer. Mais est-ce qu'on ne peut pas, le citoyen lambda ne peut pas percevoir cela comme un élément pour dissiper le doute auprès de ceux qui pensent que l'affaire est un pur montage? Oh là là, je pense que c'est exactement le contraire. Le doute, vous savez, quand on dit l'affaire est un montage, et vous voulez me montrer qu'il faut créer un doute pour montrer que non, l'affaire n'est pas un montage, c'est sérieux. Mais ce n'est pas à la télé, on va balancer des éléments de preuve. Nous l'avons vu en 2012 ici, où on nous a balancé des éléments de preuve avec des gants. L'intéressé a apporté des gants pour nous dire voilà tel médicament qui est radioactif, qui fait ci, qui fait ça. Non. Je pense qu'il faut qu'on se prenne au sérieux. Quand vous voyez, quand on l'a fait en 2012, vous et moi, chacun était dans son village et a compris que cette affaire-là, franchement, on n'était pas allé dans le dossier, mais on a compris que. Mais en 2021, on revient, même mode opératoire, on va à la télé. On présente un appareil portable et puis on met des captures d'écran. Vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand on veut faire du sérieux dans cette affaire, ces éléments de preuve devaient être produits à la justice. Et ce que la justice fait, c'est qu'on prend l'appareil portable, que généralement on met sous scellé, le temps de désigner des experts pour nous aider à voir clair. Mais aujourd'hui, les experts sont sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et Facebook. Parce que, bon, je ne sais pas si je peux le dire ici, on a vu des gens qui sont déjà arrivés à démonter cet élément de preuve. Tout comme on a vu certains qui sont arrivés à montrer quand même que c'était un élément solide. Donc finalement, nous n'avons plus besoin de magistrats, nous n'avons plus besoin même de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans notre pays, puisque aujourd'hui, cette affaire est déjà tranchée. Non. On va voir. Et c'est là où vous allez voir que votre thème, tel que vous l'avez libellé, c'est un bon thème, mais je vous dirais que c'est le début en réalité de cette affaire de terrorisme. Ce n'est pas encore l'affaire. Début. Ouais, c'est le début, ce n'est pas encore l'affaire de l'épisode. Monsieur Hamzat, sur un dossier aussi épineux que celui-là, pour prendre le dernier point évoqué par votre vis-à-vis, qui a été un élément qui a ajouté encore même un plus au dossier, est-ce que ça ne peut pas compter? Le ministre, en faisant ses déclarations, même si c'est face à la presse, est-ce qu'on ne peut pas l'exploiter? Franchement, j'ai honte. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour ceux qui s'estiment des conspirateurs au sein de l'appareil de l'État. Tout ça, je n'ai pas compris. J'ai honte pour mon pays. Il n'y a mon personne qui s'estime conspirateur. Non. Dans tout État, et pour un homme aussi averti que moi, et de tous les services de renseignement, on laisse un service de conspiration. Ah bon? L'espionnage et le contre-espionnage servent à quoi? C'est de la conspiration. Même au sein de même appareil. Mais vous rigolez ou quoi? Un appareil d'État. Mais c'est connu. Prenez, il vous suffit de prendre, n'est-ce pas, la nomenclature ou l'organigramme d'un service de renseignement. Et vous voyez à côté qu'il y a je vous donne le cas de la DGSE en France. Il y a en son sein un service qu'on appelle le service d'action, le service action de la DGSE. Et dedans, vous avez tous les paramètres, intelligence économique, les spécialistes en conspiration, coup d'État, machin, tout ça. Et vous voyez le bordel que ça crée en Afrique. Dans tous les régimes au monde, dans tous les systèmes de gouvernance, vous avez des services comme ça qui sont prêts à foutre le bordel pour mettre le gouvernement dans la posture de gagnant. On les appelle des conspirateurs, pur et simple. Et ceux qui, au regard de ce que vient de dire mon vis-à-vis, sur ces maquettes, j'appelle ça des maquettes, moi. J'ai appelé un expert en informatique à qui je dis, pardon, voilà, il se passe telle chose dans mon pays. Au regard des données que j'ai collectées sur le net, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Au bout de 48 heures, il me dit, pardon, balance ça à la poubelle. Je dis, alors, ah bon? Non, écoutez, on n'ira pas prenez le sérieux de cette affaire, et mieux.
Moi, je suis de ceux qui disent, j'ai toujours dit au chef de l'État, à travers ici votre plateau, que ceux qui l'entourent ne lui rendent pas service. Vous voulez dire que le ministre a mal fait? Je suis coagulé dans ce que je vous dis. Un chef ne prend pas toutes les décisions. Il reçoit des fiches. Et au regard de ces fiches, il analyse et dit, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. On n'aura pas rendu service au chef de l'État à travers cette sortie dans ce et puis, le ministre lui-même, si vous avez entendu sa déclaration, dit que lorsqu'il a reçu ces captures d'écran, il les a présentés au chef de l'État qui a dit « N'en faites pas cas ». Attendez. On conspire contre l'État. Et moi qui en suis le chef, je vous dis, mais est-ce que le chef de l'État lui a réellement dit ça? Moi, je mets ça en guillemets. Si le chef de l'État le lui a dit, certainement qu'il a des données qui lui disent que ou c'est vrai ou c'est faux, et il n'est pas obligé non plus, en tant que chef, de lui révéler la portée, c'est-à-dire le comportement à suivre. Il peut recevoir d'une fiche, comme nous avons connu, nous, sous le général Kérékou, vous lui balancez une fiche, il prend, il lit, il vous regarde et vous dit merci. Il confie peut-être la fiche à votre adjoint, qui fait le dossier dans un silence de ténèbres, et lui rend compte, et celui qui vient lui rend compte, n'est pas celui à qui il confie la méthode à suivre ou les démarches à suivre. Mais il y a des manières, il y a la... Vous voyez, c'est ce que je vous décrivais par rapport à l'arrestation. Alors la sortie n'était pas opportune d'après vous? Mais attendez, moi je suis chef de l'État, je vois un de mes ministres qui fait un truc de ce genre, je le fais convoquer devant les institutions légales. Sérieusement? Mais vous jouez avec la vie de la nation. De quel point de vue? Mais à tout point de vue. Du point surtout de vue de la quiétude et de la sécurité du pays. Je prends je sais pas, une capture d'écran de ce genre, je la balance dans la presse, sachant qu'il y a des institutions... Attendez, dans notre pays, il a été dit qu'il a été créé une institution auquel le commissaire Philippe Moundéon devait être le chargé du terrorisme. Même si lui n'est pas à la tête, celui qui en a pris la tête, il n'était pas là pour que le ministre se déporte à lui et lui dise « Ah, j'en ai fait pas au président. Le président n'a certainement pas pris la hauteur de l'information que je lui porte. J'aimerais que vous voyez ça de près. Mais ce n'est pas sur la place publique et encore moins à lui de venir faire ce genre. Mais vous mettez la vie de la nation en danger. Et mieux, il est dit par des services bien éminents qui sont imprégnés des problèmes du terrorisme que notre pays est visé, serait certainement visé par des attaques. On n'est pas les seuls, ils ont cité aussi la Côte d'Ivoire. Mais vous ouvrez des brèches sur le pays. Faites attention à ce que vous faites. Encore qu'on n'a pas... Le Bénin fait peur. Le Bénin fait peur parce que ceux qui ont à charge et qui sont les décideurs ne font pas le job. Et je demande au chef de l'État, je profite de votre micro ici pour demander au chef de l'État, en toute honnêteté, à tout point de vue, à tout égard et en toute responsabilité, d'ouvrir grand ses yeux et d'ouvrir grand ses oreilles. Parce que quand le pire adviendra, ils vont tous l'abandonner. Je vous assure tout. Il sera seul. Parce qu'on a connu dans ce pays-là des retournements de vestes spectaculaires. Moi, je n'aimerais pas voir mon pays aller dans le désordre. De toute manière, je n'ai pas de nationalité et je ne suis pas prêt à quitter mon pays. En tout cas, ils sont... Souffrez que des décisions hardives soient prises pour faire taire cette affaire-là qui n'a ni tête ni queue. Vous sortez une autre phrase qui fait frémir. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire, aujourd'hui, n'a ni tête ni queue, ou considérer qu'il y a eu des erreurs qu'on peut rattraper et faire poursuivre le dossier? Je ne sais pas, je ne suis pas bien placé pour savoir si c'est une affaire qui a tête ou queue, parce que je ne suis pas dans le secret de l'affaire, donc oui. C'est un peu difficile pour moi. Mais au regard de ce que nous constatons, nous pensons si l'affaire, si elle est vraie, elle est en train d'être mal conduite. Si elle est vraie, elle est en train d'être mal conduite. Et si elle n'est pas vraie, c'est que la vie de l'État est en train d'être mise en danger. Mais une chose est sûre, il faut déjà faire remarquer que dans une procédure normale, en tout cas, l'affaire devant la justice, on ne devait même pas opiner en tant que tel sur elle. Mais puisque
c'est l'exécutif, c'est le procureur spécial, c'est eux-mêmes qui nous ont donné la main pour pouvoir opiner. Donc on y va. Déjà, en matière pénale, lorsque nous sommes en présence d'infractions pénales, toute personne qui a information de la commission d'une infraction ou de possible commission d'infraction doit automatiquement informer les services compétents. Les juridictions sont là, les commissariats sont là, dans nos villages et autres. Mais le ministre qui a publié les captures d'écran, pour ce que j'ai suivi, peut-être que ça a été manipulé, on nous a dit que c'est depuis 2018. Donc le ministre a l'information sur la sécurité de notre État. Une information qui peut déstabiliser notre République depuis 2018. Et n'a pas daigné informer les services compétents. Première infraction, notre dénonciation de crime. Exact. Le ministre, c'est une infraction. Ah oui. Exact. Non, je pense que c'est une infraction pénale. Pénale en Ah oui. Non-dénonciation de crime. J'en ai été le cas. Ah bon? Ah oui, je peux vous aller au tribunal de Cotonou, excusez-moi un peu. Oui, allez-y. Au troisième cabinet d'instruction où j'étais jugé pour non-dénonciation de crime. Parce qu'à l'époque, il y avait un colonel équato-guinéen qui était ici, qui foutait la merde, dont j'ai entendu certaines choses. Je n'ai pas porté à l'attention des autorités compétentes. Et celui qui, avec moi, avait été sur les lieux, l'a rapporté là-bas pour dire Hamza, t'es au courant. Et j'ai été condamné. Bon, pas condamné, mais j'ai été inculpé pour non-dénonciation de crime. Mais je vous dis, ce ministre-là, il faut le débarquer tout de suite. L'amener à la criette et lui poser des questions. Sérieusement? C'est grave ce que vous... Continuez. Ah, c'est ça. Merci bien de votre exemple. Vous voyez, c'est cela. Exemple, là, c'est factuel. Non-dénonciation de crime. C'est parce que nous essayons de tout faire pour maîtriser nos compatriotes dans l'ignorance. Vous avez l'information, il ne l'a pas fait. Infraction. Et dans la présentation qu'il a faite en disant qu'il a alerté le chef de l'État qui lui aurait dit de ne pas considérer cela, il entraîne le chef de l'État dans son infraction à lui. Et ça fait 2 personnes qui sont en infraction. Ah, non. J'espère que ce n'est pas pour nous faire rire. Oh là là. Que si ce dossier-là... Attendez, il faut écouter le ministre et écouter le chef de l'État. Non, attendez, pour faire simple. Oui. Je vous donne les définitions, les basiques, pour que ceux qui nous suivent et vous-même puissiez tirer les conclusions. Donc moi, je ne vais plus tirer les conclusions. En droit pénal, lorsque vous avez connaissance d'une infraction et que vous ne la dénoncez pas aux autorités compétentes, vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle non-dénonciation de crime ou de délit. C'est une infraction pénale. Toute personne qui a information. Dans ce cas, selon ce que le ministre a dit, il a reçu capture d'écran en 2018, il a informé son chef. Donc, on peut dire que 2 personnes sont informées. Est-ce que ces 2 personnes ont saisi les autorités compétentes? Je ne sais pas. Si ces 2 personnes ne l'ont pas fait, l'infraction semble être constituée. C'est ça. Donc, ce n'est pas moi qui invente. C'est le droit pénal. Et M. Hamza a donné un exemple. Okay. Donc, vous voyez, quand vous avez tous ces éléments réunis et que vous êtes dans votre chambre, vous souriez et vous vous demandez si l'affaire est réellement vraie. Mais si l'affaire est vraie, il y a eu, vous m'excusez, une sorte d'amateurisme dans la conduite de l'affaire. Et aujourd'hui, ce que je constate et que je voudrais demander, c'est que nous sommes à une phase où nous demandons la paix. Et nous ne pouvons pas avoir la paix en posant des actes qui appellent à la réplique, pas à une réponse, mais à la réplique. Nous ne pouvons pas être en paix en continuant à tenir des propos incendiaires. Le spécialiste des questions de terrorisme est là. Mais de ce que j'ai pu suivre, pour avoir participé à quelques formations sur le terrorisme, je connais un peu, de façon vague, le système de production du terrorisme. Nous sommes en train de créer des frustrations dans le pays, inutilement. Inutilement. Il le dira tout à l'heure, vous allez voir qu'il va définir le schéma, l'architecture, la pyramide qui mène à l'extrémisme violent, vous allez voir. On crée des frustrations et on vous dit que nous sommes dans un espace. Nous constatons, nous sommes à côté du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et des pays qui sont généralement attaqués à tout moment. Et nous permettons de créer ce que nous voulons et nous permettons de dire, face à certaines infractions, que nous sommes en présence du terrorisme. Franchement, lorsque le terrorisme est venu dans ce pays-là, mais les gens croient que c'est une question d'amusement. Mais je voudrais vous dire, vous savez,
Il a dit. Lui, il n'a pas de nationalité. Je n'en ai pas non plus. Mais le problème, la différence, c'est que moi, je n'ai rien. Je suis pauvre. Et je suis certain que nous sommes nombreux à être pauvres dans ce pays. Les milliardaires, ils se connaissent. Non, nous, là, on est pauvres. Désormais un pays à revenu intermédiaire. À pays intermédiaire. Oui, pour ceux qui... Pour la classe, vous savez, il y a une classe dans ce pays. Nous ne sommes pas dans cette classe-là. Ce qui fait que, si jamais on créait du bordel dans ce pays, il serait difficile pour des gens comme moi de quitter le pays. Donc, vous voyez des gens comme nous là, peut-être c'est nous qui allons laisser nos vies inutilement. Et parce que nous ne voulons pas laisser nos vies, et que nos vies nous sont chères, nous les demandons. Surtout ceux-là. Bon, franchement, les discours que nous voyons là, il faudrait que les gens se calment, et que cette affaire soit tirée au clair, et que, s'il y a lieu de condamner, d'innocenter, de libérer des gens, que cela puisse être fait. Malheureusement, ce qui inquiète, c'est la nature de la juridiction compétente dans cette affaire, une juridiction tristement connue, et aussi ce qui inquiète, ce sont les présomptions de dépendance, de partialité de la justice béninoise. Et cela n'est pas seulement une présomption aussi simple que cela. Quand on prend, par exemple, les lois en vigueur au Bénin, et quand on prend la réforme qui a été intervenue au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qui, au lieu de le rendre plus fort, a préféré conserver le poste du chef de l'État comme président du Conseil de la magistrature, et on a fait entrer d'autres ministres dans le Conseil supérieur de la magistrature, et puis vous imaginez, ceux-là vont gérer la carrière des magistrats, non, soyons sérieux, ceux-là vont gérer la carrière des magistrats, et dans ce contexte, il est difficile, ça se comprend, pour des magistrats certainement, de faire librement ce qu'ils doivent faire, quand bien même ils ont une indépendance organique. Et je voudrais finir avant que vous nous preniez la parole, que j'ai eu la chance d'être sur un projet qui a concerné les questions d'intégrité, de transparence des juridictions de fond dans notre pays, piloté par Transparence Internationale. Mais je pense avoir entendu. Je pense avoir vu. Je pense avoir entendu. Et heureusement, dans les juridictions que j'ai parcouru des juridictions qui sont les juridictions les plus en vue. Je ne veux pas... mais j'ai entendu, j'ai vu des choses que je ne peux pas dire. Oui. Mais je vous dis, il est important que nous puissions essayer de renforcer la crédibilité de la justice et que les discours au niveau de l'exécutif ne consolident pas, ne renforcent pas la perception des citoyens quant à la maison justice. Merci beaucoup. Oui, la maison justice est-elle une fois encore interpellée? C'est une autre grosse interrogation qu'on essaiera de passer à la loupe par ici. Mais en attendant, oui, Hamzat, pour ceux-là qui ont tendu leurs oreilles pour savoir comment le terrorisme opère, peine perdue, on n'en parlera pas, s'il vous plaît. C'est une question de sécurité aussi pour tous. Mais, monsieur Hamzat, est-ce que l'on peut rebeloter ce dossier autrement et lui permettre d'avoir toute l'allure qui s'y est, ou c'est peine perdue? Permettez-moi d'être un peu vulgaire. Le suppositoire est aussi gros pour ne même pas être possible d'être administré, même avec une vaseline à l'appui. Sérieusement? Écoutez, quand on ne joue pas avec la sécurité de l'État, j'ai presque 30 ans dans l'exercice de mes fonctions. J'ai commencé à 18 ans, moi, quand j'ai les histoires de l'armée du terrorisme. Aujourd'hui, j'en ai 50. On ne joue pas avec la nation. Quand il s'agit... J'interviens souvent sur le plateau, sur CICA TV ici, en tant que consultant international en problématique du terrorisme. Je ne vous évoque pas les questions de protection et de sécurité, parce que dans ce dossier-là aussi, il fallait tenir compte aussi de la sécurité de Dame Madougou quand elle était en train d'être déportée. Admettons, comme ils aiment admettre, nous aussi on va admettre, que Dame Madougou soit effectivement dans le cadre du terrorisme. Et quand vous l'avez pris sur le pont, vous pensez qu'elle n'a pas une couverture ailleurs qui aurait pu riposter? Et vous imaginez... Mais c'est parti pour une pagaille qui va plonger le pays dans les ténèbres. Avant de poser une action, prenez le temps, étudiez, versez dans tous les paramètres possibles avant de commencer. On vous donne des signaux d'alerte. Quand votre pays est visé par le terrorisme, qu'est-ce que vous faites? Vous réactivez tout de suite. Moi, j'aurais fait. Je réactive toutes les cellules capables d'entraver le terrorisme.
peut-être que c'est en le faisant qu'on a eu ces soupçons. Non, mais non. Monsieur Tondi, nous sommes en République du Bénin. Oui, vous n'avez pas ces preuves-là. Non, pour l'instant, on dit je ne parle pas de preuves. Non, on a des indices concordants qui ont poussé. On a dit que, il a dit que, l'autre a dit que. Attendez, pour aller vers du terrorisme, et vous savez, il s'est passé ici, il y a de cela, je ne sais pas, à peu près 8 mois, 1 an, une supposée tentative de coup d'État. Je suis venu ici sur votre plateau, je vous ai dit que c'était du yo-yo. Moi, j'ai été arrêté, inculpé, j'ai même été enfermé ici dans ce pays pour tentative de coup d'État. Quand vous observez le phénomène, ce qui se passe avec Dame Rekia Madougou, moi j'analyse du point de vue de quelqu'un qui est un consultant, qui fait des analyses sur les éventuelles implications de Dame Rekia Madougou dans cette affaire. Je ne suis pas juriste. Oui, vous l'avez dit. Quand vous l'avez arrêté, moi, quand on l'a arrêté sur le pont que j'ai appris, on l'a arrêté, j'ai dit, il doit y avoir eu des armes quelque part qui ont été prises. La méthode d'arrestation m'a amené tout de suite à dire, si elle a été prise comme, je ne sais pas, une vulgaire personne, franchement, pour moi, ils ont découvert des armes, ils ont découvert des explosifs, ils ont déjà antérieurement mis la main sur des individus prêts à mettre feu aux poudres. Mais de mon point de vue, jusqu'à là, on ne vous a pas présenté des armes. On parle d'argent. L'argent, c'est l'argent qui fait les actes. L'argent contribue à l'acte. Oui, ça, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien, mais ce n'est pratiquement rien par rapport à quelqu'un qui dégaine une arme et qui vous tire dessus. Je peux prendre votre argent et puis je prends la tangente, on parle le Nigeria. Il y a aussi des faussaires. Je viens voir, je dis, je vais faire ça. Vous me donnez les sous, je vais me S'il y a un conseil pratique à donner, que diriez-vous? Aux uns aux autres, le Bénin, la paix, rien que la paix. Et ceci est chanté par tout le monde, qu'on soit mouvant, s'opposant, ou qu'on ne soit pas intéressé par la question politique. Vous le constatez, à longueur de journée, ce n'est que ça que les Béninois chantent. Les prédécesseurs du président Patrice Talon ont toujours dit, la paix n'est pas un vain mot, la paix est un comportement. Partant de ce point de vue, tout le monde, le gouvernement y compris l'opposition, y compris nous autres qui sommes dans la rue là, en train d'observer, d'opiner, d'analyser, nous devons faire en sorte que nous allions à la paix. Mieux, la manière dont les choses se font, la période ne s'y prête pas. Et attention, gare à ceux qui allument le feu et qui pensent que, oui, voilà. Je vais encore vous donner un exemple. Ça va être pour conclure, vous permettez? Ça va être pour conclure? Ça va être pour conclure, mais ça va relancer un autre débat. On reviendra sur ce débat. Vous vous souvenez qu'à l'Assemblée nationale, le ministre qui exhibe les machins là, s'en est pris à la même dame. Sous le général Kérékou, touche pas à ma constitution. Et tout a été dit et fait. Et on a comme, c'est mon analyse, je peux me tromper, on a comme un sentiment de revanche. Des rapprochements de faire, en tout cas, les autres apprécieront. Oui, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, si vous me parlez de terrorisme, ramenez-moi des gens qui sont véritablement impliqués parce que vous aurez eu des éléments concordants, c'est-à-dire des armes, des explosifs, un plan d'attaque, des choses bien élaborées. Vous parlez à un expert, vous ne parlez pas à quelqu'un qui vient raconter des histoires ici. Merci à vous, monsieur Suleiman Hamzat. Oui, la question, avant de vous laisser conclure, est-ce que, au regard de tout ce qu'on a observé, ça pourrait entacher la régularité de la procédure? Je pense que déjà la procédure elle est biaisée, donc après il y aura certainement de rafistolage ou raccommodage à faire. Mais jusque-là, la procédure elle est biaisée, c'est déjà Votre conclusion? Donc il faut essayer de comprendre cela. Ma conclusion, c'est d'inviter les uns les autres à de la retenue. C'est très important. Et d'inviter ceux-là qui sont en train de vouloir non seulement mettre notre pays à mal, mais de le mettre à mal également avec ses voisins, en créant ainsi une incidence diplomatique. Parce que les captures d'écran et les affirmations qu'on voit là sont en train de vouloir mettre le pays à mal avec certains chefs d'État de la sous-région. Ce n'est pas très important et nous voudrons appeler chacun au calme et surtout à ne pas s'attaquer aux biens publics et autres. Merci à vous, Landry Adelakou. Merci également à vous, monsieur Suleiman, chers téléspectateurs.
Cette émission se veut juste une contribution comme tant d'autres. Et en cœur, nous voudrions dire avec le regretté Monseigneur Isidore de Souza, place au ciel, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ces flots. Prenez soin de vous. La paix, rien que la paix. Au revoir.